Voilà. Maintenant, tout est dans les archives. Euh, j'ai oublié ce que j'allais faire. Je parlais de projet personnel, c'est ça? Ouais. Ah oui, oui, voilà. Vous voyez le calendrier là? Non? C'est peut-être le... Oui, je suis en train d'enregistrer. Ah, voilà. L'enregistrement est correct, mais je dois changer le... Voilà. Maintenant, on est bon. Ah, il nous reste le 8, le 15 et le 22 aussi, je crois. Ça veut dire qu'il reste 3 cours. Il faut encore que je donne 3 cours. Et il faut aussi voir, garder assez de temps pour développer le projet de chacun. Oui? Ah, j'ai pas vraiment un coup là-dessus, mais la première chose à savoir dans ZBrush, c'est côté lumière, c'est pas vraiment un système lumière 3D, hein. C'est c'est 2D et demi. Dans le- Si tu veux vraiment pousser l'éclairage, oui. Alors, soit Photoshop, soit Keyshot, là, il y a vraiment une compatibilité très forte, hein, parce que là, il prend aussi en charge les, les matériaux et tu peux aussi envoyer des mèches où il y a des millions de polygones. L'autre option, c'est de l'envoyer avec Gozet vers Maya et faire tes rendus là. Mais avec Maya, les matériaux ne sont pas pris en charge. Et 4 millions de polygones dans Maya, faut une machine de guerre alors, hein. Parce que, ouais. Si c'est juste pour les rendus, ça pourrait encore passer si tu utilises un proxy. Mais, ouais, ça va. Essaye, hein. Si tu dis, oui, voilà. Première chose à faire, c'est peut-être passer par Gozet, essayer dans Maya. Si j'ai tes persos et tes comptes de polygone, ta machine, bah, ça peut être la solution la plus simple. Sinon, je passerai par Keyshot. Mais pour des rendus, disons, en cours de route, ZBrush, tu peux avoir des beaux résultats, hein. Mais pas aussi poussés, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions génériques ou générales? Non? Ok. Bah, à ce moment-là, on va passer vite la partie administrative. C'est qui? Ah, ok. Brian. Je vais mettre ça alphabétiquement le dernier cours, hein, quand j'en ai plus besoin. Florian. Jérôme. Maud. Nicolas. Shannon.
Pourquoi t'es pas dans la liste, Choulet? Ah, ok. Ah, mais t'es le bienvenu, hein? Je crois que c'est une erreur de ma part. Ok, parfait, parfait. C'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. La partie plus dure est faite. Maintenant, on peut se détendre. On va regarder d'abord ce que vous avez mis debout sur Sketchfab. Euh, ok. Ben, vous avez bien avancé, hein. Surtout comparé à l'autre classe. L'autre classe, il y a une personne qui a fait son écoché. Ils sont peu en retard par rapport à vous. On va prendre une belle référence pour comparer. Ouais, c'est le nom officiel, hein. Écoché. Comme ça, tu utilises ce mot dans... Ah, il y a de la nudité apparemment. Oh là, ah, c'est choquant. C'est- Pour les nudistes, ce n'y a pas de choc, quoi. Mais pour tous les autres, c'est c'est vrai. Ouais, mais on rigole, mais peut-être c'est la première fois que je m'en rends compte, mais peut-être qu'il faut mettre le Age Restricted Content alors, hein. Si tu rentres vraiment dans les détails, il faut cocher. Bah, non, les Américains, ils sont super parano là-dessus, hein. C'est pas des esprits libres comme nous en Europe. Ok, je mets ça sur le côté. Comme on a vu en classe, il y a les endroits clés où l'os apparaît à la surface. Et ici, on les voit, sauf les tibias qui sont pas là. Et beaucoup de tendons. Et c'est vrai, les tendons aussi, on va les voir, hein, surtout quand on a une musculature un peu plus prononcée. Ici, ils sont bien présents. Tu as déjà un beau relief, dans le sens qu'on sent le volume des muscles. Maintenant, il faut faire attention que le concept des groupes de muscles, c'est important aussi. Par exemple, quand on regarde les... Mais si je suis obligé, si j'ouvre juste l'image, est-ce qu'il a fait ça? Oui. Oui, parce que ça crée cet effet que tu perds un petit peu cette notion de groupe, tu vois? Par exemple, ici, tous ces muscles-là, et les groupes de muscles, en fait, c'est les muscles qui partagent la même insertion et la même source. Par exemple, tout ce qui est poitrine, ça commence sur le sternum et ça finit sur le bras. Bah, tout cela, ils suivent la même orientation aussi. Et pour, pour la poitrine, ça marche encore, hein.
Mais j'ai l'impression que ceux-là, ils descendent un peu. Celui-là, il descend trop. La superposition, par contre, elle est bonne. Mais pour l'épaule, là, on a complètement perdu le. euh, Mais c'est vrai, ils sont complexes. On en pense comme un muscle parce qu'ils sont regroupés en un. Mais si je regarde de plus près, je vais ouvrir ça comme image à côté. Ça va être plus facile. Voilà, comme ça, je peux l'agrandir. Ah. Ah. Il va falloir trouver un moyen de partager sur le même écran les deux fenêtres. Ou je dois le mettre en PureRef. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Hein. C'est un petit merveille gratuit, ça. Hein. Alors, on le met là-dedans. Ça reste toujours au-dessus. Regarde, c'est parfait. Quand on regarde vraiment de très près, on a presque le même effet que sur les côtés sur les côtes où les muscles sont entrelacés. Tu as un petit peu cet effet-là. Mais par exemple, cette cassure-là, ouais, elle n'est pas là. Et un petit peu même chose sur les avant-bras. À cause des tendons que tu as mis, on perd un petit peu cette idée de groupe. Alors, ce muscle-ci, elle est super important. Quand on regarde ici, et elle est très visible aussi. Hein, parce qu'on a tous ces muscles intérieurs et après les muscles extérieurs. Et cette muscle diagonale, elle les tient en place quelque part. Elle n'a pas vraiment de fonction de... Bon, elle a une fonction pour tourner la jambe sur soi-même, mais elle a aussi comme fonction de tenir les autres muscles en place. Et ton point d'insertion, tu vois, elle va au-dessus de tout. Oui. Et la superposition, elle est très importante parce que c'est comme ça qu'on sait quels muscles vont être visibles sous la peau et ceux qui ne sont pas visibles. Et celui-là, chez tout le monde, elle est très visible. Celui-là, il faut bien soigner. Et, et faire les tendons plus subtils, quoi. Mais sinon, tu as un beau relief hein, dans ton... On voit que tu maîtrises le côté sculpte. Parce que beaucoup de personnes ont peur de vraiment mettre le volume des muscles. Chez toi, c'est bien visible. Et c'est bien que tu as donné un léger aspect spéculaire à ton matériel. Ça fait vraiment sortir le, le, le sculpte des tendons. Pas les tendons, mais les fibres de muscles. Alors, côté sculpte, je dirais très bien, côté anatomie, peut-être à revisiter certaines parties. Ouais. Ok. De rien. Ça, c'est euh, Nicolas. Ok. Oui, ben voilà, une remarque générale alors. Faites attention avec le blanc. Hein. C'est très important dans le sens que ils vont servir de référence, surtout quand vous allez faire des personnages qui ont, qui ont une peau aussi. Euh, par exemple, tout ça, c'est vrai, c'est présent quelque part,
Mais je ferai ça beaucoup plus subtil, le blanc sur cette partie-là. Sinon, ça fonctionne. J'aime bien comment tu as transitionné les muscles. Par exemple, celui-là, j'ai oublié le nom, mais tu vas me le rappeler, non? Mais elle m'a l'air correcte, hein, parce que c'est un des muscles, c'est parfois difficile parce qu'elle va de derrière et elle contourne jusque de devant. Et la seule chose qui manque un petit peu, c'est l'insertion ici. Ouais. Et par exemple, quand tu travailles les muscles de la jambe, essaye vraiment de penser en groupe de muscles. Par exemple, tous ces groupes, tous ces muscles intérieurs, qu'on voit aussi, ils créent une groupe. C'est surtout sur cette image-là. Pour ça, il faut presque un app où on peut vraiment suivre en 3D comment ces muscles. Mais ça suffit de savoir qu'ils sont à l'intérieur, qu'ils suivent la même direction et qu'ils sont en dessous de cette couche de muscles-là. Ici, ça se perd un petit peu. Le fait que tu n'as pas capté tous les muscles, ça, ça me stresse pas trop. Mais le fait que ce groupe de muscles, elle est au-dessus de ceux-là, ça devrait être un... Oui, et c'est surtout un travail de forme primaire, forme secondaire et forme tertiaire. Par exemple, toute cette partie-là, pour moi, c'est une forme primaire parce qu'elle va influencer la silhouette. Tous ces muscles ici, c'est presque une forme primaire aussi parce qu'ils vont ensemble. Et une fois que vous avez ces volumes-là en place, après tu peux aller chercher les muscles individuels. Tu vois? Ok. Le haut du corps, c'est côté silhouette, ça, c'est vraiment sur la bonne route. Quand on tourne autour, tous les endroits où les muscles se trouvent, ça fonctionne. Des endroits où faire attention, ça me semble un peu trop large. Tu vois? Il y a une bosse, mais elle est plus basse. Euh, et aussi, les muscles là sont bons, mais il faut les relever. On dirait qu'ils pendent un peu. Je touche sur les détails, hein, mais tu vois, ce tout là. Ça me semble correct, mais ici c'est trop bas. Mais c'est déjà, c'est sur le bon chemin. Rien. Bah, ça c'est Cyril, c'est ça? Ok. Bah, t'as, t'as plus fait un travail de couleur que de sculpte, je trouve. T'as observé l'emplacement des tendons et des os, mais pour moi, c'est pas assez sculpté, hein. On a, est-ce que, je crois qu'on peut faire ça. Attends, on enlève le, mais ça c'est trop. Hmm. Ah, matcap, ça va marcher. Tu vois, si on enlève la couleur, euh, le volume des muscles, c'est pas assez travaillé, hein. Tu as mis quelques indices plus en version trait et c'est plus en volume qu'il faut les travailler.
Alors, la façon d'éviter ça, c'est quand vous avez un perso. Attends, je cherche. Je vais mettre ZBrush. Et on va mettre le projet. Non. Démo, oui. Tool, solo. Quand tu travailles ton nez coché, n'hésite pas de cocher et de décocher le polypaint. Hein. Ça peut se faire soit ici, ou soit dans le menu là, ou il y a même un raccourci. Il y a un raccourci pour ça aussi. Hein. Mais comme ça va t'obliger de travailler les volumes aussi. Parce que parfois, quand il y a la couleur, ça empêche de vraiment travailler la matière, ou les formes plutôt. Alors, enlève le polypaint et aussi mets un matériel qui va vraiment mettre en valeur les contrastes. Par exemple, là, c'est le Dirty Blue. Mais vous pouvez essayer soit ceux qui sont déjà là, ou soit vous cherchez en ligne quelque chose qui te plaît vraiment et qui va te donner déjà plein d'informations juste dans le mode sans polypaint. Ok? Ça c'est Brian. Ah, c'est bien que tu as fait quelque chose qui est un petit peu avec des proportions différentes parce que là il y a un petit peu un travail supplémentaire pour allez, dévier du normal, mais quand même que ça reste crédible et que l'anatomie est juste. Euh, ok. Uh-huh. Bah, comme je disais tantôt, côté forme primaire, je dirais pour les formes primaires, c'est bon, dans le sens qu'on sent le groupe. On sent le groupe de la poitrine, le groupe de l'épaule. Le biceps et le triceps, c'est un peu moins clair. Mais on sent que les groupes sont là. Alors maintenant, tu dois faire un petit peu l'inverse de Jérôme, c'est-à-dire il faut maintenant mettre les muscles individuels dans chaque groupe. Par exemple, le muscle de la poitrine, il est composé de plusieurs muscles individuels. Tu vois? Alors ça, il faut sculpter. Pas nécessairement mettre du blanc, hein, mais juste ça va suggérer la direction des muscles et aussi la quantité. Par exemple, là, il y en a 6. Et c'est surtout en mouvement que ça va devenir clair. Par exemple, quand le bras va être levé, il y a certains muscles qui vont être impliqués dans ce mouvement-là et d'autres moins. Alors pour le prochain passage, essaye de mettre les muscles individuels et aussi d'être un petit peu moins abstrait parce que si je monte tu vois là, par exemple, il faut observer un peu mieux. Et oui, et surtout, par exemple,
euh, il faut sentir la direction. Ben, trois éléments, hein, comme j'avais dit en cours, c'est-à-dire les deux endroits où ils sont attachés. Voilà, ces muscles des fesses, ça va s'attacher ici, latéralement, et sur le bas du dos. Et ça va définir la direction automatiquement. Et aussi, cette partie-là, elle va vraiment être à la surface, c'est-à-dire au-dessus des autres muscles du dos. Alors, c'est pas seulement le résultat qui compte, mais aussi, c'est surtout le fait que je sens que tu as regardé euh, les références, tu vois. Alors, ça se sent. Je crois que si tu regardes de plus près, le résultat va être mieux aussi, ou plus précis aussi. Ok? Bon, voilà, il reste une semaine, hein, c'est pour ça qu'on le fait en 2 fois. Guillaume. Ben, c'est bien de voir que quelqu'un a pris le corps féminin. Plus compliqué parce qu'il faut être plus subtil avec. Hein. Alors j'aime bien que tu as osé dans le sens, tu as sculpté. Parce qu'exemple, on sent bien la cage thoracique, on sent bien les hanches. Ça c'est bien qu'il y a de la profondeur. Mais maintenant, côté observation, là il faut être plus précis. Hein. Comme j'avais dit tantôt, c'est un petit peu la même chose dans ton cas aussi. Par exemple, il y a des... Ça, c'est très visible dans la jambe, par exemple. Cette séparation qui va presque verticale et on a un dédoublement supérieur mais aussi inférieur. Et ce qui est le plus visible, c'est ces deux points d'attache des muscles supérieurs. Ça va faire comme une sorte de parenthèse autour du genou. Tu vois, on sent ça pas du tout ici. Hein. Alors bien observer, utiliser que quelques outils de sculpte jusqu'à ce qu'on peut identifier les muscles comme tu le vois là. Tu vois? Tu saurais faire ça? Mhm. C'est L'anatomie, c'est vraiment une matière. Je ne m'attends pas qu'à vous venez des spécialistes de- d'anatomie en un cours et un exercice. La seule chose que je peux faire, c'est vous, vous aider à observer. Parce que les compétences de sculpte, ça va euh, devenir de plus en plus. Ça va s'améliorer de plus en plus que vous entraînez. Par contre, l'anatomie ou apprendre l'anatomie, ça c'est complètement dépendant d'observer d'abord. Si tu n'es pas passé par là, tu peux être le meilleur sculpteur. Tu vas répéter les mêmes erreurs à chaque fois. Et si tu veux vraiment pousser tes compétences dans le character design plus loin, c'est un ingrédient incontournable. Alors, à revisiter, je dirais. Ok. Pardon? Ah, parfois c'est... Et tu dis ça comme c'est une mauvaise idée, mais en fait, parfois c'est mieux de recommencer. Tu le fais la première fois, tu as appris plein de choses, et tu dis, ouais, mais quelque part, j'ai pas envie de revisiter ce que j'ai déjà fait. Alors, je serais pareil. Parfois, c'est mieux de dire, ok, je recommence, et cette fois-ci. Et après, tu as l'avantage, tu peux les mettre côté à côté.
et voir le progrès. Bon, je sens que tu as quand même observé, hein, quand je regarde les endroits où tu as mis les marques. Oui, parce que c'est basé sur l'observation. Ben, la source que tu regardes devient super important, hein. Parce que si l'erreur il est déjà là, tu ne vas que le copier, l'erreur. Alors, comme premier passage, je trouve ça quand même pas mal, hein. Il y a déjà un bon élément d'observation dedans. Maintenant, on sent que tu es un petit peu timide pour mettre les volumes. Et sur le corps féminin, il faut être plus subtil. Alors, peut-être si tu recommences, si tu as vraiment le courage, tu prends un corps masculin, tu exagères, et après tu fais une troisième fois le corps féminin, mais plus subtil. Ça serait le scénario idéal. Mais je suis déjà content avec le fait, si tu revisites le corps féminin, euh, ok, mais je dirais, si tu refais le corps féminin, aller plus, exagérer plus, s'il faut faire l'erreur dans un sens que l'autre, fais le plus dans l'exagération. Oui. Ah, et si tu le fais sur une couche, comme j'ai montré la semaine dernière, tu peux toujours le diminuer par après. Tu vois? Tu t'en rappelles? C'est vrai. C'est un... Ok. Bah, par exemple, bah, juste en résumé, on met une couche. Je vais prendre le inflate parce que c'est le moins intrusif. Et je vais mettre... Il faut faire attention, quand tu mets une couche sur un modèle avec des subdivisions, il faut créer la couche sur le niveau le plus haut, toujours. Après, tu peux redescendre. Et si je vais augmenter un petit peu, par exemple là, je remonte à 6. Là, c'est la force des subdivisions, parce que tous les détails comme les pores, c'est resté. Et maintenant, si je vais à ma couche, tu vois, on peut même aller en négatif. Parfois, c'est utile. On dit, oui, vraiment, ça sert à quoi? Ben, parfois, c'est utile. Et si tu peux vraiment choisir, voilà, 53, c'est parfait. Mais si par contre, tu n'avais pas exagéré, tu ne peux pas faire l'inverse. Tu ne peux pas aller au-dessus de 1. Alors, exagère, mets sur une couche et après, tu recules pour que ça soit plus subtil et le tour est joué. Ben, je suis curieux maintenant, hein, de voir la semaine prochaine. On va pas mettre la barre trop haute, hein, mais je suis quand même curieux. Ok. Là, on est... Ah, mais ça, ça j'ai déjà fait. C'est la semaine dernière. La dernière, c'est Shannon. Tu, tu es à l'aise pour l'instant avec cette broche ou tu trouves que tu es encore en train de, de, de te combattre avec l'outil? Mhm. Parce qu'on oui, on sent un petit peu que tu as un peu peur de vraiment utiliser les outils qu'on a déjà vus, hein. Et ça ne vient que la meilleure façon de perdre ça, c'est de travailler dans le sens que faire passer plus d'heures dans l'outil pour que ça devienne moins un obstacle, tu vois.
Et une fois que tu vas mettre les heures, ça va devenir un ami, un collègue, dans le sens que les outils vont te servir. Et à ce moment-là, tu vas voir, ça peut aller très vite. Mais il faut vraiment franchir cet apprentissage de l'outil, tu vois. Alors, je dirais peut-être quelque chose, une autre piste à suivre, c'est peut-être pas aller trop haut dans la résolution. Je ne sais pas, ce modèle-là, tu l'as basé sur le base mesh que j'avais passé, oui. Ben, j'ai l'impression que tu as fait le plus de travail sur les niveaux les plus hauts, non? Oui, par exemple, quand tu vas réouvrir le modèle et tu vois les sous-niveaux ou les différents niveaux, essaye de faire pas mal de boulot sur les niveaux un peu plus bas. Parce que là, tu vas être obligé à exagérer. Bon, il faut que j'enlève la couche. Hop. Par exemple, si je vais faire avec le stylet, et je dis, OK, j'utilise c'est aussi le choix des brushes, hein, qui est important. Mais par exemple, si je veux rajouter du volume, je fais ça, j'ai bousillé, je vais dire, ah putain, j'ai bousillé tout le travail que j'avais déjà fait. Et en plus, c'est pas comme je le veux. Ben si, en fait, c'est juste une question de redescendre. Oh, j'ai fait un nœud, j'ai remis la couche. Hop. On va enlever le polypaint. Tu vois, là, là, je suis obligé d'exagérer et d'être courageux, tu vois. Parce que pour voir que j'ai changé quelque chose, il va falloir être un peu plus exagéré, sinon on ne le verra pas. Tu vois, ici, on voit qu'on bouge les points, hein, avec le sculpt. Si on est trop haut, avec trop de détails, c'est beaucoup plus difficile. Tu vas battre le nombre de polygones. Alors, fais ce que tu peux sur deux, jusqu'à ce que tu dis, ah, là, par exemple, j'ai vraiment pas assez de points. À ce moment-là, tu montes. Et là, de nouveau, tu travailles jusqu'à ce que tu peux plus. Ou tu dis, non, là j'ai pas assez d'informations. Et ainsi de suite. Et tu vas voir, ça va te donner plus de confiance. Parce qu'il y a moins de polygones à se battre avec. On revisite ça la semaine prochaine, ouais? Ok. Je crois qu'on a fait le tour, sauf si quelqu'un a mis un update d'un modèle en ligne. Mais vous êtes, je dirais, la majorité de la classe, elle est up to date, je dirais. C'est bien. Et comme je disais tout au début, c'est la quantité, pas nécessairement la qualité qui compte. Si vous complétez toutes les tâches que je vous donne, vous ne pouvez que vous améliorer. C'est impossible de faire autrement. Tu mets le temps, tu vas voir le progrès. Pour la partie qualité, pour ça, on va plus regarder votre projet personnel parce que là, vous aurez plusieurs semaines et vous aurez appris tous les principes. Et à ce moment-là, on va plutôt regarder la qualité. Ok, ça c'est fait. Comme je vous disais, je veux garder 20 minutes, 30 minutes à la fin pour regarder vos projets. Ça veut dire que
il reste 40 minutes. Ça devrait être assez pour le cours d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va retourner dans le dossier des cours. Mais on n'a pas vu les kiwis. Vous parlez des kiwis tantôt. Ah ben je les ai loupés. On regardera de plus près la prochaine fois. Ben, je regarderai sur mon temps libre. Euh, euh, ok. Voilà, on a fait anatomie et on va passer aux leçons. C'est mon favori en fait. Si, parfois j'ai envie de mettre celui-là en premier. Bon, peut-être pas avant la silhouette. Je dirais, je donnerai quand même le cours de silhouette d'abord. Mais tout de suite après, je donnerai la ligne d'action. Mais bon, ça c'est plutôt une préférence personnelle parce que j'adore ce principe-là. Et pourquoi? Parce que pour moi, j'ai eu une formation d'animateur traditionnel en plus, en dessin. Ça veut dire que pour moi, c'est vraiment un outil, la pose qu'on donne à un personnage. Parce qu'elle va dévoiler plein d'aspects du personnage qui sont difficiles à raconter ou à faire passer d'une autre façon. C'est la pose qui va vraiment dévoiler la vie intérieure de votre personnage. Alors j'ai quelques images pour vous illustrer ça. Ici le premier, ça vous montre comment on peut... Moi aussi c'est encore des personnages simples, hein. Ils sont assez cartoon, pas trop de détails. Mais si on regarde de plus près, on peut encore les simplifier. Et quand vous regardez par exemple les lignes rouges, on peut simplifier un personnage parfois à un simple trait. Il y a d'autres images de référence où ils vont rajouter les bras et les jambes. Mais ici, c'est réduit à une seule ligne. Et cette ligne, elle va aller du point d'appui, là où le personnage est enraciné ou posé par terre. Et après, elle va parcourir tout le corps, parfois jusque dans la tête, parfois jusque, comme ici, jusque dans la main, le bras, la main, et même la pointe du doigt. Et cette seule ligne va pas seulement montrer l'action, mais aussi l'état d'esprit du personnage. Et même l'histoire. Par exemple, ici, on a deux personnages qui interagissent. Ben, imaginez qu'on enlève tous les traits de dessin, c'est-à-dire tous les traits noirs. Déjà, juste avec les lignes d'action rouges des deux personnages, on pourrait en déduire l'histoire. Par exemple, si vous regardez un petit peu en flou, en fermant un petit peu les yeux, juste en concentrant sur les lignes rouges, on voit qu'il y a deux personnages qui se rencontrent. Il y en a un qui pointe, après il regarde vers le même objet, le personnage à droite le prend, et après ils l'admirent ensemble. Et c'est juste avec ces simples traits rouges, on peut en déduire ce qui se passe et l'intention des persos. Ça montre l'importance de ce principe. Ici, un petit peu la même idée, dans un contexte un peu plus artistique, disons, moins cartoon. C'est pas vraiment réaliste.
Et ici, on va voir que cette même présence de la ligne d'action, mais elle va aussi se marier à ce principe qu'on a vu ensemble dans un autre cours, celui de la silhouette. Et on peut en déduire que souvent, la ligne d'action va correspondre à une partie de la silhouette, surtout en 2D. Et là aussi, on voit que la ligne va parcourir tout le corps. Et des formes de la ligne, on peut en déduire aussi que ces personnages-là, c'est plus dans le monde de la danse ou la mime, c'est vraiment l'expression corporelle. Et s'il faut choisir un exemple qui montre ça le mieux, c'est le Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Et je trouve chez lui, c'est perfectionné à la... C'est génial. C'est comment il utilise... Parce que la ligne d'action ne va pas seulement se limiter à un personnage, elle va parcourir les deux. Et surtout ici, dans cette petite scène de danse, par exemple, si on prend celui-ci, on peut suivre la ligne d'action des pieds de Calvin qui parcourt tout le corps. Ok, je faisais autre chose. Qui parcourt tout le corps. Et après, ça va continuer dans les bras de Hobbes. Et après, tourner et descendre dans le corps jusque dans les pieds. Et en fait, si tu prends un des personnages séparément, il va tomber. C'est-à-dire, Hobbes va tomber à gauche et Calvin, il va s'envoler à droite. Et c'est juste le fait que cette ligne d'action est liée que c'est quand même une pose combinée qui est pas équilibrée. Voilà. Oui? Celui-là? Oui. Ouais. C'est une bonne observation parce que ici, il y a un autre élément qui va s'introduire. Par exemple, beaucoup de ce qui se passe dans celui-ci, c'est un jeu de force et contre-force, dans le sens que une force appliquée va avoir une réaction qui en réussit, qui en finit. Et par exemple, c'est surtout un jeu de gravitation. Ici, par contre, c'est plus un jeu d'expression, dans le sens que, par exemple, si on va danser du disco ou du rumba ou du cha-cha-cha ou du hip-hop, il va y avoir des gestes qui vont avec, qui fait partie de ce langage de danse. C'est pas vraiment les résultats. Oui, vas-y. Ben, oui, ça casse la ligne d'action, mais d'une façon consciente. C'est fait exprès. Alors, au jeu physique, c'est-à-dire quelque part, on est tous obligés de suivre les lois physiques parce que notre corps est construit de ça et on est sur planète Terre avec une gravitation. Alors, le langage du corps, il a des éléments communs qu'on ne peut pas éviter parce qu'on fait partie de la réalité. Par contre, on a une certaine liberté de s'exprimer qui va contre la gravitation parce on a les muscles et c'est plus un jeu d'expression. Alors c'est vrai, c'est fait d'une façon euh,
intentionné. C'est-à-dire, c'est pour montrer un certain langage de danse. Par exemple, si on... Ouais. Et c'est subtil, hein? C'est déjà bien que tu l'as vu parce que c'est pas cohérent avec la ligne d'action si on la considère complètement d'une façon physique. Essayons de voir s'il y a d'autres endroits. Par exemple, s'il faut trouver d'autres exemples sur cette page où on voit que ouais, ça ne colle pas tout à fait aux lois physiques ou cette idée des lignes d'action physiques. C'est souvent dans les mains hein, et dans les bras. On peut être expressif avec les jambes aussi, mais c'est moins évident, quoi. Par exemple, si on regarde celui-ci, où il a les poignets fermés, ça c'est vraiment le, allez, comment on appelle cette danse du swing ou même même du grinding, hein. C'est plus de notre époque. Là aussi, les mains de Hobbes, c'est pas vraiment une courbe, c'est une courbe de dégoût quelque part ou de. Mais c'est là, l'exemple, la meilleur exemple parce il est dans les deux personnages. Tu vas voir aussi que parfois c'est des lignes d'action qui sont euh, en miroir. Et pas seulement, oui, pas seulement un miroir, mais aussi il y a un jeu de proportions. Tu as la grande courbe de Hobbes et la petite courbe de Calvin qui se met en dessous. Et ça devient vraiment un jeu. Pour, on a chacun ses principes préférés, hein. Pour moi, c'est mon préféré. J'adore aussi les proportions, j'aime beaucoup aussi. Lequel? Celui-là. Mhm. Oui, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'elle sort d'une bonne observation. Mais je dirais dans cet exemple-ci, il ne faut pas regarder que la silhouette. Elle est unique dans le sens que il ne faut pas seulement regarder la silhouette de chaque perso. Ici, ce qui est le plus important, c'est la silhouette commune des deux personnages. Alors, il y a un espace négatif entre les deux personnages qui est plus important. C'est l'espace où il n'y a rien. Par exemple, imaginons, c'est cet espace-ci, tu vois, entre Hobbes et entre Calvin. Et c'est cette silhouette-là qui est le plus important que la silhouette positive. La silhouette positive extérieure de Hobbes est super importante, mais comme elle est comprimée, la silhouette intérieure de Hobbes, elle est moins importante. Par contre, sur l'intérieur, c'est la silhouette négative qui prime. Pour vraiment voir l'interaction entre les deux personnages. Parce qu'ici, ils sont en train de se remercier l'un l'autre pour la danse qui vient de se compléter. Et c'est cette complicité, avant ils vont aller chacun de leur côté, c'est pour montrer cette complicité que ça devient compact et que ce silhouette négative prend le dessus. Mais c'est vrai,
comme tu dis, c'est toujours un équilibre. Je donne priorité à quoi? Tu vois? Parfois, il y a des principes qui vont très bien ensemble et d'autres moins bien. Par exemple, ligne d'action et proportion, ça marche souvent très bien ensemble parce qu'on peut euh, prendre la ligne d'action, vraiment le pousser extrême, et pour encore le pousser plus extrême, on va élargir la proportion, c'est-à-dire un peu plus étroit, mais plus long. Par exemple, si tu prenais une latte et tu mesures la hauteur de Hobbes sur un dessin et sur un autre, c'est pas correct, hein? Côté proportion, ça a été exagéré pour souligner la ligne d'action. Euh, tu veux, tu veux étudier la ligne d'action, tu lis un album de Calvin et Hobbes. Tu t'es, tu t'es amusé et tu as appris. Ici, c'est... Bon, presque tous les exemples sont du monde de dessin, parce que le monde de dessin est déjà 2D, alors elle se prête mieux pour illustrer la ligne d'action qui est, euh, qui est 2D. On peut le trouver en 3D aussi, mais c'est plus complexe. Pour l'apprendre, c'est plus facile en 2D. Ici, ça sort de l'idée de faire du modèle vivant. Si vous avez fait, vous connaissez bien. Sinon, c'est l'exercice où vous avez un temps réduit pour capter une pause. Ça peut aller de 30 secondes jusqu'à 5-10 minutes maximum. Si ça va au-delà de ça, ça devient plus une étude qu'un croquis. Mais quand vous avez par exemple 30 secondes, on ne va pas faire des dessins pareils, hein. Il n'y a pas assez de temps pour aller travailler les volumes et la structure. Ça va plus être dans ce style-là. Peut-être avec une silhouette très simple. D'abord une ligne, une silhouette très simple si on a le temps. Si on a 1 ou 2 minutes, on peut déjà mettre une silhouette. Et si vous avez l'occasion de le faire, ça vaut la peine. Faire du modèle vivant, ça t'oblige, surtout quand c'est des poses qui changent vite, ça va t'obliger à faire cet exercice ou ce genre de réflexion et d'observation. Là aussi, on va voir que les lignes d'action, ça ne va pas seulement obéir à des lois physiques, ça va aussi obéir à l'environnement dans lequel on bouge. Par exemple, si on est dans l'air, ou si on est dans l'eau, ou si on est en train de sauter, ben, la ligne d'action va être influencée par ça. Aussi, le genre de geste, par exemple ici, ce ligne d'action de combat, elle va être beaucoup plus linéaire que, par exemple, une danseuse où ça va être un mélange de courbes et de points d'appui qui sont plus droits. Voilà les 3 étapes. Par exemple, on fait du croquis, on a 30 secondes, ben ça va être juste essayer de capter la pose principale en une ligne. Et parfois, quand on rentre chez soi, on peut faire une étude plus poussée où on va remplir toutes les autres étapes par après basées sur cette ligne. Alors, même avec du délai, on peut reconstruire la version complète sur base de cette simple observation. Là, c'est un super bel exemple de ligne d'action qui va interagir avec la centre de gravité. Alors, le centre de gravité, on a vu ça déjà dans un autre cours. Hein. Je ne sais plus exactement à quel moment, mais c'est l'idée que le centre de gravité va toujours se trouver en vertical au-dessus du point d'appui principal. S'il y a 2 pieds par terre, ça va se trouver entre les 2 pieds.
on cherche cet endroit où le poids est posé, et si on dessine la verticale, on va avoir cet axe d'équilibre. Et la ligne d'action va toujours s'envelopper autour. Et c'est ce jeu entre les deux qui va donner cette complexité et cette, le plaisir d'interpréter pas seulement la pose, mais aussi, comme je disais, l'état d'esprit et la réflexion du personnage. Par exemple, si on fait un petit tour en arrière, il y a un petit exemple ici au-dessus. Par exemple, ici à gauche, il y a une ligne d'action aussi, mais elle est plus neutre. C'est plus difficile à piger ce qu'il est en train de réfléchir ou ce qu'il est en train de faire. Et ici, avec un petit changement, on va voir que ça devient plus facile à se projeter dedans. Peut-être qu'il regarde une fille sur un balcon, peut-être qu'il y a un avion qui passe, peut-être en train de rêver. Et regarde aussi le centre de gravité, cette ligne de poids, où elle va être dans le pied, et parce que la ligne d'action va en dévier, ça va créer ce beau contraste entre les deux, ou complémentarité. Voilà, ça c'est plus du monde d'animation. Et ça illustre bien, par exemple, si on est en train de faire un personnage qui fait du sport, ici dans ce cas-ci du baseball, parfois c'est difficile d'identifier quel moment est-ce que je prends pour ma pose. Parce que quand on fait de sculpture, on va devoir être obligé de choisir un moment. Ça c'est plus personnel. Qu'est-ce qui pour vous communique le mieux l'action et le personnage. Si on voit en dessous la version complète ou finie, moi je serais tenté, pas celui-ci parce que ça c'est trop statique. Là il est de nouveau au repos. Là il est en plein au milieu. C'est ample mais c'est pas très joli comme silhouette. Moi j'hésiterais entre ces deux-là. Probablement l'extrême ici, le moment où il est le plus haut. Mais ça c'est un choix personnel. C'est vraiment subjectif. Ce qui capte l'essentiel du mouvement ou de l'humeur du perso. Par exemple, là, on voit un travail fini et tout est bien rendu, couleur bien choisie, le décor est impeccable, mais tout ça ne fonctionne que parce que la ligne d'action est solide. Voilà. Même s'il a une pose tout à fait extrême, c'est bien posé. Il y a ce centre, cette ligne de gravitation qui est bien nette. Le poids équilibré des deux côtés. Et après, la complexité de la pose. Les lignes d'action qui sont très complexes dans ce cas-ci. Alors, on peut vraiment aller très loin dans la gestion des courbes. Il y a une simple courbe, mais il y a des courbes secondaires qui s'y rajoutent. C'est un bon exemple d'une pose déséquilibrée, c'est-à-dire si on attend encore un microseconde en plus, le personnage va être obligé d'étendre la jambe gauche, sinon elle va tomber. Alors parfois c'est une pose déséquilibrée est la plus forte. Alors ça c'est typiquement une pose qu'on peut faire en 1 minute et demie. Vraiment essayer de capter la ligne d'action, quelques volumes, quelques formes géométriques.
Et ça s'appelle un pose sheet. Souvent, quand on fait du character design, on va faire comme on a vu la semaine dernière, un model sheet. Et quand on est character designer, on va faire un model sheet plutôt pour le département de modélisation. Parce que sur base de cette image-là, ils peuvent modéliser une version 3D. Et le pose sheet, c'est plus un résultat qu'on va donner au département d'animation, mais aussi d'autres. Et on va essayer de dévoiler la personnalité d'un design à travers des poses uniques pour ce personnage-là. Pas des poses uniques dans le sens que c'est des actions qu'elle fait, mais plutôt la façon unique dont elle fait les actions. Souvent dans les pose sheets, c'est les mêmes actions, mais le personnage va faire ça d'une façon unique à lui ou à elle. Ouais, les Disney originales sont géniales. J'essaie de trouver une version plus... c'est trop loin. Voilà, ça c'est comme question d'info. Après, j'ai quelques exemples aussi. Là, un résultat très linéaire. Et c'est drôle de voir que parfois des éléments du corps sont réduits qu'à une ligne d'action. Par exemple, là, de la chaussure, il ne reste qu'une ligne d'action avec un petit détail des lacets. Et c'est pour souligner cette importance de ligne d'action. Même dans les cheveux, parfois, ça sert comme ligne d'action aussi. Laika, vous connaissez Laika? C'est un studio d'animation 3D. Mais surtout spécialisé dans stop motion. C'est-à-dire, ce n'est pas image de synthèse, mais c'est des poupées qui sont bougées image par image. Et comme character design, pour moi, c'est un des meilleurs studios au monde. C'est un super boulot. Et eux aussi, ils passent souvent par le 2D d'abord. Là, on voit la ligne d'action, mais aussi accompagné d'autres principes qu'on a déjà vus, comme les formes géométriques, les triangles arrondis qui se répètent un peu parfois, le jeu d'angles droits et de diagonales. Aussi les mains. Parfois on dit, oh, la ligne d'action c'est dans le corps. Ben non, ça peut aller jusque dans la pointe des doigts. Et comme c'est la partie du corps qui est le plus articulée, on peut parfois communiquer beaucoup juste à travers les mains. Même dans des trucs super cartoon, la ligne d'action reste importante. Et par exemple ici, juste le fait qu'il n'y a aucune pose qui est, disons, droit, suggère déjà que c'est un personnage qui va flotter dans l'air la plupart du temps. Et j'espère que vous commencez à voir ces principes qu'on a vus tout au long des semaines
Et finalement, sur un modèle 3D, super subtil dans ce cas-ci, et un bel exemple de comment utiliser la main pour donner un côté unique aux poses. Et par exemple, s'il faut en déduire, imaginons vous regardez cette image-là, la personnalité qui va avec, vous la décriverez comment? Bon, il y a son habit aussi et les cheveux qui vont communiquer sa personnalité, mais juste dans les gestes. S'il faut la décrire avec quelques adjectifs, tu dirais comment? Non, personne? Ah oui? À cause. Et l'arrogance, de quelle partie du geste? La main contre son menton? Mhm. Mm, fier- Oui, oui, c'est. Moi, peut-être que vous êtes dans la bonne direction. Moi, j'avais pas vu tout de suite, mais peut-être qu'il y a un petit côté provocateur là-dedans. Non? Pour moi, au premier jet, on aurait dit qu'elle était un peu timide, mais peut-être qu'elle joue ça. Non? Ok. Mais pour moi, la côté timide vient plutôt du fait qu'elle croise les jambes. Oui, coquette, tout à fait. Ça, c'est dans les micro-gestes, hein. Tu vois, comme quelqu'un qui boit du thé et qui lève le petit doigt pour prendre la tasse. Parce qu'en fait, la tasse est trop petite. Il y a vraiment, oui, il y a certainement ce côté-là. Et s'il faut choisir, est-ce que, imaginons c'est un scénario, c'est pas toujours le cas, mais imaginons un scénario, il faut dire est-ce qu'elle est en train de me draguer ou pas. Tu dirais oui ou non? Oui? Et lequel des trois le plus? Ouais, c'est tous les deux. Oui, oui, parce que oui, surtout le côté, celui de gauche, celui de milieu, je dirais, là, il perd un petit peu patience, non? Dans le sens que je vais me décider bientôt si tu m'intéresses ou pas. Il te reste encore quelques secondes pour m'impressionner. Et aussi, la- un des bras qui a déjà derrière le dos, c'est moins ouvert, hein. Elle pourrait se tourner en quelques secondes là et s'en aller. Mais j'aime bien comme exemple parce que parfois c'est vraiment subtil. Et c'est- quand c'est subtil, on n'est pas toujours d'accord sur le, ce qui se passe dans sa tête ou dans quelle humeur que le personnage se trouve. Et c'est un petit peu le défi aussi. Est-ce que je suis subtil ou est-ce que c'est super important qu'il y a une émotion qui passe? C'est parfois une décision qu'il faut faire. Voilà, les exemples, infos. Et maintenant, il faut entraîner ça, bien sûr. On va faire un petit exercice là-dessus. Alors, dans le démo, je vais vous montrer la démarche que moi j'ai suivie pour faire cet exercice. Euh, voilà, par exemple, moi j'ai utilisé vous êtes libre dans le sens que
pour la tâche, il faut faire une série de pauses entre 5 et 10. Je vous donne le modèle et à vous de faire les pauses. Alors pour le modèle, vous pouvez utiliser les Z-sphères, un mannequin ou un base rig. Alors dans les assets, j'ai mis un exemple de chaque. J'ai mis les mannequins féminins et masculins et j'ai aussi mis deux rigs qui sont basés sur les Z-sphères. Alors ici, j'ai utilisé le mannequin et on peut retrouver ça dans virgule pour accéder à la fenêtre librairie. Mannequin. Et le modèle que j'ai mis dans les assets, en fait, c'est ces deux-là. Il y a une version masculin et une version féminin. Ça, c'est la version masculin. Je crois. Je suis plus sûr maintenant. Ils ne sont pas super différents. Hein. Et là, vous pouvez les bouger comme les Z-sphères. C'est les trois contrôles ici. Move, Scale et Rotate. Raccourci W, A et R. Et quand vous êtes en symétrie, vous pouvez les bouger tous les deux. Alors, symétrie, c'est X. C'est pour sculpter, mais c'est aussi pour les commandes de positionnement. Et là, vous avez l'avantage, vous pouvez articuler comme un Z-sphère, mais vous pouvez aussi, je vais enlever la symétrie, vous pouvez aussi scaler vous pouvez aussi les bouger. Ici avec Alt, comme ça les enfants bougent avec. On peut émincir. Et on peut vite avoir un personnage plutôt unique. On peut aussi choisir de travailler sur les sphères ou sur les os. Et ça a un effet différent. Et si on veut tourner sur l'axe, il faut sélectionner la sphère et rotationner la sphère. Bon, ici, ça ne va pas être très visible, mais si on le fait sur l'épaule, avec Alt, vous allez voir que oui, si, il y a deux parties. Une partie où vous faites les pauses. Et là, je vais vous montrer l'exemple. Là, j'en ai fait toute une série. Et la façon de le faire, c'est juste de... Bon, faites pas comme moi. Faites ça tout au début, quand le perso est encore en pose neutre. Vous faites des copies. Et après, vous pouvez les bouger. Par exemple, si je prends celui-là en solo, je peux le bouger et en faire une nouvelle pose. Mais essayez de raconter une histoire aussi, ou au moins de trouver dans quel monde que le personnage, quel monde qu'il fréquente, de quel univers qu'il sort. Par exemple, là, moi, j'ai pris, j'avais d'abord fait mon perso, comme j'avais montré tantôt en changeant les proportions. Et une fois que j'étais content avec les proportions, je me suis imaginé dans
de quel monde qu'il sort. Alors je me suis basé sur j'ai décidé qu'il était un bodybuilder. À ce moment-là, je suis allé chercher quelques références. Et dans le monde de bodybuilding, il y a ces poses presque prescrites quand ils font compétition pour mettre en valeur certains groupes de muscles. C'est un langage que tout le monde connaît. J'ai utilisé ça. Je l'ai changé un petit peu à ma sauce. Et je vous demande d'en faire au minimum 5 et maximum 10. Il ne faut pas en faire trop non plus. Et une fois que vous avez un qui vous plaît, prenez celui qui vous plaît le plus. Et celui-là, vous pouvez retravailler en plus de détails. Par exemple, si je prends celui-ci. Alors, les étapes à suivre. Quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire. Mais ici, on ne va pas tellement voir la différence parce que ce n'est pas un vrai Z-sphère. Il y a de la géométrie qui est parentée sur les Z-sphères. Ça veut dire que... Oui, mais par exemple, sur le sphère qui est apparent, là, on le voit. Hein, tu vois? Alors là aussi, vous avez le choix. Soit vous utilisez la méthode Dynamesh. À ce moment, vous pouvez décider la résolution. Soit vous mettez à 0. Et à ce moment-là, il va utiliser un autre algorithme plus basse polygone que moi je préfère parce que j'aime beaucoup travailler en niveau. Alors, 90% des fois, je vais utiliser à 0. Vous faites Make Adaptive Skin. Et vous allez voir qu'il y a un deuxième tool qui s'est rajouté. Je vais l'intégrer dans mes poses, mon tool pose. Je prends le skin. Il va être tout en dessous. Je mets le tout au-dessus avec Shift et la flèche. Et là, vous allez voir que il en a fait un pot homogène. Si vous utilisez l'autre méthode, par exemple, si je retourne à la pose, qui était celle d'en dessous. Non, c'était pas celui-là. C'est celui-là. Si je fais Adaptive Skin et je fais avec Dynamesh, oui, ça c'est le preview. Ben non, ça marche le même. Vous allez voir qu'il y a des scénarios où vous allez vous retrouver avec un mesh qui n'est pas homogène, c'est-à-dire ça va être composé de toutes les formes géométriques. Alors peut-être c'est la troisième méthode là, quand on utilise le classic skinning. Oui. Voilà, selon la méthode que vous allez utiliser pour créer le modèle final à sculpter, ça va dépendre de ce que vous avez en actif ici. Alors si vous utilisez Classic Skinning, c'est une méthode que j'utilisais avant. À ce moment-là, ça va être des objets séparés. Et parfois, c'est mieux. Hein? Et les deux autres méthodes, soit avec Dynamesh ou soit à 0, là, vous aurez une peau
continue. Alors, si vous préférez cette méthode-ci, avec le skin disjoncté, vous allez voir que quand j'utilise Shift, on peut enlever ces détails. Et si vous finissez avec un modèle, quand vous faites Shift et vous voyez que il y a quand même deux formes séparées, à ce moment-là, il va falloir faire un Dynamesh dessus. Ben là, c'était déjà le cas, c'est pourquoi ils n'étaient pas séparés. Mais si vous voyez que toutes les formes géométriques sont séparées, faites un Dynamesh et à ce moment-là, vous allez finir avec une peau homogène que vous pouvez sculpter avec toutes les méthodes qu'on a déjà vues. Ça peut être avec des subdivisions, ça peut être sculptrice. Vous pouvez y rajouter des formes géométriques en plus. Là, vous êtes complètement libre. Clay. Alors, vous êtes aussi libre à rajouter des accessoires. Par exemple, chez lui, j'aurais pu mettre des haltères ou un petit moustache ou un petit slip, allez, un petit maillot de compétition. Alors, si vous voulez vraiment le finir comme personnage, vous pouvez rajouter tout ça. Mais sinon, minimum, c'est il est où là, mon modèle? Voilà. C'est un minimum de entre 5 et 10 pouces et un pinceau qui a été, une pouce qui a été choisie et sculptée en plus de détails. Alors pour finir, avant de passer sur le projet, bon, il reste 20 minutes. J'ai mis aussi, on peut jeter un coup d'œil sur les assets. Comme j'ai dit, j'ai mis les deux mannequins, c'est la méthode qu'on a vue. Si vous préférez utiliser un vrai rig, comme on a vu la semaine dernière, j'ai mis le rig simple. Et là, vous allez voir que vous avez la géométrie et une squelette Z-sphère dedans. Si vous préférez cette méthode-là, n'oubliez pas il faut l'attacher. Ça suffit d'aller dans Rigging, vous faites Bind Mesh. À ce moment-là, vous pouvez... Alors pour des personnages plutôt humanoïdes, ça peut être peut-être mieux ou plus réaliste. Si vous allez plus vers les créatures ou les cartoons, je dirais les mannequins, c'est peut-être mieux. Et là, il n'y a pas de doigts. J'ai aussi mis, si vous voulez mettre en pause les doigts aussi, j'ai mis un rig complet. Et là, la même remarque, si vous allez le bouger, il n'est pas encore attaché. Vous descendez, Bind Mesh. Et là, vous pouvez mettre ça dans n'importe quelle pose. Alors, vous allez voir qu'il y a pas mal de sphères supplémentaires. C'est un rig assez complexe. Comme ça, vous pouvez le rotationner à plusieurs endroits. Et on a un skinning qui continue à fonctionner. Même les coudes. Voilà. Et vraiment pour finir, j'ai aussi rajouté quelques push-it. Si vous n'avez vraiment pas d'idée quel personnage faire, ben, j'ai mis déjà quelques suggestions avec des poses correspondantes. Beaucoup des mondes de sport parce que c'est des poses qui sont
bien reconnaissable, mais vous n'êtes pas obligé de faire un sport. Hein. Ça peut être sous-marin aussi. Un zombie, ça peut être intéressant. Mais dans ce cas-là, vous faites les 10 poses sur le personnage, disons, humain. Et pour le sculpte final, là, vous pouvez vraiment sculpter et enlever de la matière, mettre un vêtement déchiré. Pas besoin de faire ça pour les 10 poses, dans ce cas-là. Ok. Ben, est-ce qu'il reste des questions sur le cours et sur l'exercice à faire? Non, c'est clair? Ok, parfait. Et de nouveau, un premier jet la semaine prochaine et vous aurez l'occasion de revisiter. Comme ça, vous avez 2 semaines pour chaque exercice. Ok, ça laisse un quart d'heure pour faire le projet. Oui? Oui, et exactement de la même façon, une fois que vous avez une pause, imaginons, bon, je vais faire un peu n'importe quoi là. Disons, cette pause-là, elle est le préféré. Bah, là aussi, il va falloir faire un adaptive skin. Alors, si je le mets à 0 et je fais make adaptive, vous allez voir que ici, j'ai ma peau et je peux le sculpter. Je vois qu'il y a 2 petits éléments en plus ici. Suffit de les, si ça vous gêne, suffit de les enlever. Hein. Tu les caches et après tu fais géométrie, modifier et, effacer ce qui est caché. Voilà, les 2 méthodes marchent. On peut le rajouter à l'original. Voilà, comme ça, je peux avoir mes poses et la version sculptée dans le même fichier. D'autres questions? Ah oui, j'allais vous montrer GoZ. Faisons ça vite, vite. Vite fait, bien fait. Alors, pour installer ça, si vous avez ZBrush et Maya qui sont installés tous les deux, vous allez dans Préférences, GoZ, et ici, tu peux mettre le chemin vers Maya. Alors, il va chercher sur ton disque dur, il va te proposer, tu veux communiquer avec Maya, celui-ci, si tu en as plusieurs. Moi, je vais prendre 2020. Il va dire, tu veux l'installer? Oui, je veux l'installer. Pour ça, il faut que Maya soit fermé. Hein. Si Maya est ouvert, il va respecter. Pour lancer Maya, ben même pas besoin. Je peux carrément le faire. Je vais prendre une version où il y a de la couleur. Comme ça, vous allez voir que la couleur vient avec. Voilà. Et maintenant, ici, on a des commandes GoZ sous Tool. Et il te donne les options. Si tu cliques juste celui-là, il va juste exporter vers Maya celui sur lequel que tu travailles. Que ce subtool-là. Si tu veux faire tous les subtools, il faut pousser All. Et si vous voulez juste une sélection, par exemple, si je cache, je ne veux pas le taping, je cache ça. Et à ce moment-là, je clique visible. Et ici, avant de faire GoZ, il faut spécifier
vers quel logiciel que tu veux envoyer. Il y a un Gozed pour presque tous les logiciels 3D. Je vais choisir Maya. Maintenant, il est prêt. Et je vais faire celui seul d'abord. Comme ça va plus vite. Et peut-être un niveau en bas pour que Maya ne galère pas. Voilà, il envoie. Il ouvre Maya tout seul. Voilà, il le fait sur une autre fenêtre. Ah. Je comprends pas. Il dit qu'il y a une erreur fatale. Il s'est quand même lancé. Ok, c'est un autre plugin qui me joue des tours. Alors, j'essaye de bouger la fenêtre sur l'autre écran. Faut du temps, hein. C'est comme un camion, Maya. Faut que ça s'échauffe. Oui, même à cette résolution, j'ai du mal. C'est probablement avec l'enregistrement. Il arrive, hein. Ok, le voilà. Voilà le perso. Et si je veux voir ça en couleur, je mets Hardware Texturing. Mais j'ai l'impression qu'il a perdu ça en cours de route. Ah, c'est en Polypaint. Pour Polypaint, c'est du information couleur sommet, vertex color. Il faut un petit add-on supplémentaire pour l'afficher dans la fenêtre. Mais par contre, si par exemple, je veux changer un truc, imaginons, c'est quoi encore le raccourci pour faire pour faire une sélection soft selection? Je ne sais plus. C'est B? Ok. Je vais le faire avec le slider. Les raccourcis, il y en a pas mal que j'oublie. Hein. Je dirais qu'il a un super taille super grand aussi. Hein. Ou super petit plutôt. Voilà, imaginons, je le change un peu. Ça devrait être assez pour le voir. Maintenant, si je le renvoie, et il se trouve sur GoZ, voilà, il va renvoyer vers ZBrush avec le changement que j'ai fait. Et comme ça, tu peux vraiment faire l'aller-retour. C'est super pratique. Si par exemple, vous voulez rajouter un accessoire ici, ben, vous sélectionnez l'accessoire aussi, vous faites GoZ, et il va renvoyer avec le nouveau objet. Ça marche dans les deux sens. Oui, maintenant il reste que 10 minutes. On peut faire une ou deux personnes qui ont déjà une idée de leur projet personnel.
pas tous à la fois. Mhm. Ok. Oui, ceux qui se sentent à l'aise à le montrer aux autres, c'est encore mieux, hein. Comme ça, on peut tous apprendre. Ok, bah on va partager votre écran. Euh, ok, moi je le vois. Est-ce que je le partage ou sinon, j'hésite si moi je partage l'écran que je partage avec toi ou tout le monde va aller chercher ton. Vous faites comme c'est le plus facile. Vous pouvez aller soit sur Nicolas et mettre streaming sur son écran là. Oui? Ouais, ah, ah, d'accord. Mhm. C'est un bon exercice parce que ça suggère déjà, ça suggère qu'il y a un monde plus large autour du perso. Ouais. Mhm. Ok. C'est à Euro Disney, ça? Non. Ouais. Mhm. Ouais. Ah, ah. Ah oui, oui. J'y étais. C'est à Paris celui-là, non? Ouais. Mhm. Ben, c'est un beau défi, ça, d'essayer de capturer l'essentiel dans une maquette comme ça. Mhm. Ouais. Et tu crois que tu auras plus qu'un personnage dans le. Mhm. Ouais, c'est ça. Ah, ah. Bah, plus cartoon. Ouais. Et n'hésite pas, si tu fais un projet plus ample comme celui-ci, n'hésite pas d'utiliser des raccourcis, hein. Par exemple, utiliser un base mesh pour la tête, si tu veux sculpter un ou deux têtes. Comme ça gagne du temps. Pour pas commencer une tête à chaque fois de zéro avec une sphère. Il y a des. Ouais, tout à fait. Je dirais, moi, ma philosophie, c'est qu'il faut l'avoir fait au moins une fois. Par exemple, si dans un autre cours, tu as modélisé un corps humain à base de zéro, bah, à ce moment, cette compétence, tu la maîtrises. Ça sert à rien de le répéter mille fois, quoi, hein. Bah, si ça t'intéresse vraiment, j'ai une imprimante 3D chez moi. Je peux t'aider à la sortir, à préparer le fichier pour qu'il soit imprimable. Ouais, parce que c'est une compétence en soi, ça, hein.
c'est une compétence en soi. Sortir un modèle ZBrush pour qu'on puisse l'imprimer. Si vous voulez, on a un cours en réserve. Il y avait quelqu'un qui avait suggéré de faire un cours sur le brush tissu. On peut faire ça, mais on peut aussi s'imaginer un cours comment préparer un modèle pour être imprimé. Alors, enfin, voilà, je propose que chacun d'entre vous, je peux peut-être mettre un petit document en ligne, comme ça vous me proposez des choses pour le cours qu'on a en supplément, et selon la majorité des votes, on fera ce cours, le cours choisi. Ok, c'est très bien. Je suis curieux. Est-ce qu'il y a peut-être le temps pour une personne en plus en vitesse? Ok, ok, bah, ça commence là. Si on s'y accroche et tu dis, ah là, j'ai eu un petit déclic, parfois c'est tout ce qu'il faut, hein. Ah, c'est l'image qu'on... Ah, mais je suis encore sur l'écran Nicolas, hein. Je dis, ça ressemble fort. Attends, je change d'écran. Mais je vois pas ton... Ah, là, ok, je vois. Ouais, c'est tout à fait possible, hein. Ça doit pas être Disney, hein. Ça peut être quelque chose de plus naturaliste. Non, bah, non, non, tu, tu, allez, il faut pas y aller trop souvent parce que c'est du travail top. Mais si tu vas sur le site Pixologic, tu vas voir la panoplie de styles différents. C'est incroyable, hein. Bah, c'est pas Pixologic, c'est oh, comment cette cette broche centrale, je sais plus. Avec tout le travail en top row. Mhm. Ah, bah, c'est un langage, hein, c'est une compétence qu'il faut développer, hein. Mais parfois, c'est pour mettre ses idées sur papier, il ne faut pas que ça soit un dessin super niveau. Si ça a du sens pour toi, ça suffit, souvent. Tu vois, par exemple, quelque chose comme ça, c'est pas cartoon du tout, hein. Bah, jette un coup d'œil sur le travail qui est en ligne. Parfois, il y a des choses vraiment... Mhm. Ok, parfait. Et ça a l'air, ça a l'air simple, je dirais, mais il y a déjà pas mal de complexité, hein, dans ce que tu as choisi. Et il suffit de le sculpter qu'une fois, et après tu peux le répéter à plusieurs fois, plusieurs endroits. Il y a pas mal de techniques pour faire ça. Ah ouais, encore mieux. Ok, bah ça peut être un beau projet. Bah voilà, j'ai peur que là on est vraiment à la limite du temps. Euh, la semaine prochaine, on va essayer de faire un peu plus de temps pour les projets. Comme ça, j'avancerai un peu plus vite sur le cours. De toute façon, couleur, c'est pas... Là, le cours est moins long. Ça va être un court cours.
Ok. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, oui. Oui, mais ça, quelque part, ça doit rester un petit peu dans des limites aussi, parce que je peux pas consacrer des heures à chacun, tu vois. Mais je vous garantis que tout le monde aura le temps pour regarder son projet de plus près. Alors, si jamais, à cause des cours, on tombe à court de temps, à ce moment-là, je ferai une session supplémentaire où vous pouvez me le montrer. Je ne sauterai personne. Ok. D'autres questions? Non? Et je voulais aussi, si tu as envie de participer, tu peux, hein? Ah, ah. Si te reste du temps, tu fais tous les autres travaux d'abord, et si jamais. Ah, ah. Ok. Bah, sinon, à la semaine prochaine. Ok. Ouais. Bonne semaine.